Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du cours de chromatine et ADN. Donc voilà, c'est un cours où je vous conseille vraiment d'avoir vu la première partie pour pouvoir commencer celle-là. C'est un petit peu les bases de ce cours. Et donc voilà, on va commencer par la partie où on s'est arrêté la dernière fois. Donc on avait traité jusqu'à ici. Donc on va parler maintenant plutôt des chromosomes et de la chromatine à proprement parler. Et on va commencer par une vision générale. Donc voilà. Moi, je vais vous montrer un petit peu ma manière d'avoir vu le cours pour vous aider à gagner du temps. Et surtout, je ne vais pas m'attarder sur des petits détails avec des petites données chiffrées. Je vous dirai forcément de les apprendre, mais on ne va pas expliquer des choses qui ne sont pas explicables tout simplement parce que c'est des données qu'il faut juste apprendre par cœur. Mais je vous indiquerai le travail à faire. En tout cas, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre ou je n'ai pas pu traiter dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me contacter sur WhatsApp, il n'y a pas de problème, je vous réponds et je prendrai le temps. Donc voilà, ça c'est un cours que comme d'habitude vous pouvez retrouver sur le groupe WhatsApp, ça c'est des cours qu'on fait nous, donc il y a pas de problème à ça, et on va du coup commencer par le début de ce cours. Donc chromosomes et chromatine, donc on a parlé de nos chromosomes tout à l'heure, plutôt de notre ADN plus généralement, là on va vraiment se focaliser sur le chromosome. Donc le chromosome c'est la forme la plus compacte de l'ADN, donc là ça c'est quelque chose à savoir. Comme vous savez, le chromosome c'est très très compact. On va prendre l'ADN, on va vraiment le compacter à sa forme la plus compacte et on va l'analyser seulement à division. Et ça vous permet de faire des karyotypes. Ça, je pense que vous connaissez pour la plupart, ceux qui ont fait en tout cas l'espèce VT au lycée. Donc voilà, donc cette compaction de l'ADN, elle est due notamment aux histones. Donc les histones sont des protéines qui vont permettre de se fixer à l'ADN pour pouvoir vraiment le compacter. Et c'est quelque chose qui va être très caractéristique. Donc le complexe formé par ces protéines histones, donc plus protéines chromosomiques non histones, va former donc la chromatine. Donc ça c'est ce qu'on parlait plus tôt tout à l'heure. Donc ensuite on a l'empaquetage de l'ADN autour des histones forme le nucléosome qui est le premier niveau le plus fondamental de l'organisation chromosomique. Ça c'est pas très important. Donc on passe à la suite. On peut vous poser des questions dessus, mais il n'y a pas trop de difficultés, donc je vais commencer à parler des histones qui sont très importants dans ce cours. Donc là c'est une représentation qui est assez claire je trouve. De vraiment comprendre visuellement qu'est-ce que c'est que les histones, comment ça marche, etc. Donc si vous avez des petites questions. Donc voilà, on a un texte qui va dérouler après et qui va expliquer. Mais voilà, si vous voulez retenir, moi, pour ma part, je retenais vraiment de manière visuelle. Donc des schémas comme ça, c'était vraiment le top. Voilà, normalement, là, vous êtes dans une période du semestre où vous connaissez, vous savez comment vous apprenez. Donc tout dépend de comment vous apprenez et adapter votre apprentissage justement à ça. Ensuite, on va passer donc aux données chiffrées. Donc voilà, le noyau des histones est composé de 8 protéines d'histones. Ça, faut l'apprendre. Voilà, c'est quelque chose qui tombe assez souvent. Et donc, comme je vous ai dit, les histones sont en fait des sortes de cylindres auxquels on va enrouler l'ADN. Donc, par exemple, vous avez un cylindre comme ça, hop, on va enrouler notre fil d'ADN autour et ça va le compacter. Voilà. Ensuite, on a 4 paires d'histones qui sont appelées donc H2A, H2B, H3 et H4. Ensuite, on nous dit que les 4 protéines différentes qui constituent le noyau d'histone sont des petites protéines de 102 à 135 acides aminés. Ça, vous pouvez l'apprendre. Je crois que c'est tombé dans quelques QCM, mais pas trop dans les annales. Mais apprenez-le quand même. Donc, elles sont très riches en acides aminés basiques, en particulier de la lysine. Ça, ils aiment bien le faire tomber. Et donc voilà. Donc ils partagent un même domaine structural qui est appelé le repli d'histone, qui sont 3 hélices connectées par 2 boucles. Donc ça, vous apprenez, hein, en fait, c'est tout simplement quelque chose qu'il faut comprendre par cœur, mais enfin qu'il faut apprendre par cœur, mais comprendre c'est pas très utile, je trouve. Mais voilà, là on a des charges positives qui vont permettre de stabiliser les charges négatives des bases qu'on a parlé plus tôt, mais ça c'est juste pour la compréhension. Voilà, pas trop de détails dessus. Ensuite, ça c'est important de comprendre, on a les replis d'histones qui s'unissent 2 à 2 pour former des dimères d'histones. Donc on a le H3 et le H4 qui vont s'unir, et le H2A et le H2B. Donc le composé H3H4 forme un tétramère H3H4, et ensuite il se combine avec les deux dimères H2B, H2A pour former le noyau octamérique. Donc ça voilà, c'est juste quelque chose qui est assez visuel. Si vous ne comprenez pas, vous le regardez ici, il n'y a pas de problème, je passe à la suite. Ils aiment bien faire tomber des questions dessus, mais voilà, comme je vous ai dit, moi c'était très visuel pour moi d'apprendre.
Donc je vous laisse avec tout ce qui va être visuel. Ensuite, on a beaucoup de données chiffrées. Je pense que je vais pas passer dessus super longtemps. Ils aiment beaucoup les faire tomber. Voilà, c'est un cours où les chiffres, c'est vraiment central. Donc voilà, apprenez-les. 10 nanomètres, 200 paires de base, 150. Voilà, c'est quelque chose qui tombe souvent. Et ils aiment bien les faire tomber. Donc voilà, surtout ça, 30 millions d'histones. Voilà, moi ça je passe parce que c'est pas très important. Mais, enfin, c'est pas très important de vous expliquer, mais ça, ils aiment beaucoup faire tomber. Donc ensuite, on a deux types de fibres de 30 nanomètres pardon, de diamètre. Donc on a le modèle solénoïde qui est ici, si je me trompe bien, voilà. Donc on a le modèle solénoïde et le modèle zigzag. Je ne sais pas du tout s'ils vont vous faire tomber des questions sur ça. Il faut juste savoir que voilà, zigzag, il est plus compact et plus désordonné. Mais après, est-ce qu'ils vont vous faire tomber le modèle solénoïde, peut-être qu'ils vont faire ils peuvent le faire tomber. Donc voilà. Mais bon, après, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, c'est juste qu'il est parfaitement régulier. L'autre, il est désordonné. Zigzag, vous imaginez dans votre tête. Zigzag, c'est un peu comme ça. Hop, c'est désordonné. Solénoïde, c'est droit. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Donc ensuite, on a notre ADN, comme je vous ai dit, qui va être compacté ou non. Et en fait, ça va conditionner les modifications qu'on va pouvoir faire dessus après. Comme je vous ai dit plus tôt, un ADN qui va être très compact va être plus difficilement transcriptible qu'un ADN qui va être relâché et beaucoup moins compact. Donc, on va avoir de la chromatine qui peut être répartie donc, en deux phases. Donc, on a le chromatine et l'hétérochromatine. Donc, le chromatine, ça va être la chromatine active. Pourquoi? Car en fait, elle est décondensée. Comme je vous ai dit, l'ADN qui est condensé est difficilement transcriptible. Il ne va pas être actif. Là, on a la forme active car elle est décondensée, à l'inverse de l'hétérochromatine qui va être très condensée et qui va avoir une réplication tardive, donc plus complexe. Donc ça, c'est vraiment très très important à savoir. Voilà, ça c'est des questions qui tombent assez souvent, donc vraiment je mets le curseur dessus. Ne vous trompez pas. Euchromatine active décondensée, hétérochromatine condensée, plus ou moins inactive. Voilà. Active quand même, plus petite activité, mais plus difficilement accessible aux protéines. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Donc on a un remodelage de la chromatine avec donc du coup les histones qui vont conditionner ce remodelage. Et le remodeler l'ADN, ça utilise de l'énergie, donc sous forme d'ATP. Ça, je pense que vous connaissez maintenant, quelque chose qui est assez familier pour vous. Et ce remodelage, il peut être par plusieurs mécanismes. Donc on a glissement, transfert, remodelage. Bon, à mon époque, il ne faisait pas trop tomber ça, mais de nos jours, je pense qu'il faut l'apprendre. Je ne sais plus exactement, mais voilà. En tout cas, retenez qu'il y a plusieurs euh, modes de remodelage. Donc on a glissement, transfert et remodelage localisé. Ensuite, donc voilà, toujours avec des explications sous forme de schéma. Ça, c'est comme vous voulez si vous voulez l'apprendre. Et donc voilà, donc on a des remodelages qui peuvent être de l'ordre plutôt conformationnel, plutôt physique. Et on a aussi des modifications post-traductionnelles qui vont être plutôt modifications au niveau des post-traductionnelles. Donc, ils ne vont pas modifier les paires de base, mais qui vont modifier leur activité. Et donc, on a souvent les trois types de modifications post-traductionnelles qui sont très importants. Vraiment, le mot à retenir pour les modifications post-traductionnelles, c'est que c'est des modifications qui ne modifient pas. Donc voilà, je cherchais dans le cours. Ici, c'est très bien expliqué. C'est une modification de l'ADN génomique sans modifier la séquence d'ADN. Donc c'est très important. Donc c'est des modifications qui sont totalement réversibles et qui sont composées de trois principales en fait. Donc on a l'acétylation, importante plus plus. Donc voilà, on a aussi les méthylations et phosphorylations. Donc les acétylations, ça va montrer que l'ADN il va être actif parce que forcément si on peut acétyler, ça va neutraliser les charges positives des histones, donc ils vont pas être actifs. Et donc si les histones ne sont pas actifs, ils vont décompacter l'ADN et donc on va euh, pouvoir être transcriptible, etc. On pourra faire des mutations et c'est matérialisé par le chromatine. Lorsqu'on est décompensé, on va être beaucoup plus actif. Et bien là, c'est la même chose. Dès qu'on va être acétylé, on va inactiver, neutraliser les histones. On va avoir moins d'activité, décompaction, activité. Toujours associé avec ce mécanisme en tête. Donc on a aussi, donc ça voilà, on a les méthylations, ces modifications héréditaires. Bon, en vérité, pas grand chose à savoir dessus. Voilà, retenez surtout le nom, méthylation de l'ADN, et ça va découler tout seul. C'est des modifications réversibles. Voilà, ne se situe pas n'importe où. Zone précise de l'ADN. Voilà, moi je vous conseille vraiment de retenir surtout le mot méthylation. On va transférer un groupe en méthyle.
par les méthyltransférases. Voilà, pas trop de difficultés dessus, il n'y a pas beaucoup de questions dessus, et donc voilà. Donc ensuite, voilà, chez les mammifères, on a 70% de ces séquences qui sont méthylées. Ici, comparé à l'acétylation qu'on a vu au tout départ, la méthylation va associer une diminution de l'expression du gène et donc l'extinction du gène. Ça m'empêche l'expression, donc c'est un ADN qui va montrer une certaine inactivité comparée, comparée à l'acétylation. Donc voilà, il n'y a pas trop de, il y a pas trop de détails dessus en plus. Donc voilà, si on a des erreurs. Après, à la fin, on a une partie pathologique que je vous conseille juste de lire. Pas de questions dessus, je pense. Et je pense qu'on a fini ce cours, voilà, qui était assez rapide. Si vous avez des petites questions, n'hésitez surtout pas. Je prendrai le temps pour y répondre. J'ai pas pu tout traiter. Ce format est assez condensé et court. Et donc voilà. J'espère que, en tout cas, vos révisions se passent bien et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc pour la suite.